sommes réunis aujourd'hui pour mettre des visages et des mots sur un drame trop longtemps oublié. Des femmes, des hommes, qu'une maladie mentale, qu'un handicap avait relégués dans des asiles, des hospices, des hôpitaux, et qui sont morts il y a plus de 70 ans, dans un isolement complet, épuisés par le froid, la faim et les maladies. Ce sont les pensionnaires des hôpitaux psychiatriques qui ont été les plus touchés. Entre 1940 et 1945, 45 000 personnes sont décédées, victimes de ces privations, d'un gouvernement inféodé à l'occupant, mais aussi d'une société qui n'avait pas su voir le drame qui se nouait là et qui n'avait pas pu l'empêcher. Ma grand-mère maternelle est décédée le 5 juin 1942 à l'hôpital de Clermont-de-Loise, hôpital psychiatrique. Je l'ai découvert après le décès de ma propre mère en 1993, à l'occasion de rangements de papiers. Ma grand-mère était la troisième enfant de la fratrie. Elle a été placée. Elle a été placée dans une famille d'accueil, enfin voilà, chez des fermiers. Elle a été utilisée à des travaux de ferme, etc. Et assez jeune, elle est montée sur Paris dans les années 15 et qu'elle a été d'abord lavandière et puis ensuite domestique. Elle est entrée au service d'une grande famille bourgeoise. Elle a eu dans sa vie un homme qui lui a fait en fait 3 enfants, ma mère, puis 5 ans plus tard, elle a eu des jumeaux. Et cette femme, Hélène, en fait, a élevé seule ses 3 enfants. Quand il y a eu l'arrivée des Allemands à Paris, ils sont partis sur les routes de France. Ils ont fait l'exode. Je sais juste que ma mère a été obligée d'hospitaliser sa maman. Donc moi, je me demande si la souffrance de ma grand-mère pour arriver à l'hôpital psychiatrique n'a pas été aussi liée à tout ça, des traumatismes, je ne sais pas. Je pense que la chape de plomb avait été tellement énorme sur cet épisode de la vie familiale que je n'ai même pas, à l'époque, osé faire des recherches. Je pense que j'en étais pas capable. Je crois qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de cette démarche. Ça fait partie de mon identité. J'ai besoin. Forcément, à travers le dossier de ma grand-mère, il y aura le dossier de toutes les personnes qui sont mortes alors qu'elles ne devaient pas mourir. Elles n'auraient jamais dû mourir. Elles n'auraient jamais dû mourir. Voilà. Voici ma grand-mère, Georgine Descamps, qui est née en 1905 et décédée en 1944. Elle est née sur une péniche, dans une famille de bateliers qui faisaient le transport des marchandises entre les canaux du Nord et la ville de Saint-Denis à Paris. Elle a quitté ses parents pour se marier avec mon grand-père. Et elle a eu mon père à l'âge de 22 ans. Elle a commencé à avoir des problèmes psychiques, semble-t-il. C'est peut-être ce qu'on appellerait actuellement une psychose puerpérale. C'est-à-dire qu'une femme va avoir de gros problèmes, ne sera plus dans la réalité après la naissance de son enfant. Et elle a été hospitalisée 2 ans après la naissance de mon père. Semble-t-il, elle aurait essayé de tuer mon père. Et en ce temps-là, eh bien, je pense qu'ils ne connaissaient pas cette maladie. Donc pour eux, elle était folle et elle a été internée à vie, quoi. Elle a été hospitalisée dans un premier temps à l'hôpital psychiatrique de Nantes. Et ensuite, il y a eu des bombardements sur la ville de Nantes. L'hôpital a été touché. Donc, ils ont transféré tous les malades à l'hôpital d'Angers. Et ma grand-mère donc, est décédée le 7 décembre 1944. D'après le dossier médical, morte de faim. A été enterrée dans une fosse commune. Et la famille n'a été prévenue qu'1 an après. Je m'étonnais qu'on ne parle pas de cette femme. Je savais qu'elle était décédée, je savais qu'elle avait été dans un hôpital psychiatrique, mais après, personne n'en parlait. J'ai fait toutes ces recherches parce que je voulais
la reconnaître, parce que cette femme a été quand même niée toute son existence, la reconnaître comme femme et également comme grand-mère. Un secret entraîne des conséquences dans les générations d'après. Et je fais donc ce travail pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ma grand-mère s'appelait Johanna Maria Ertenstein. Elle est née en 1905 à Strasbourg. Elle a eu un premier enfant né de père inconnu, qu'elle est venue à Paris seule et complètement abandonnée. Et ensuite, elle a eu 3 autres enfants avec ce mari qui l'a violentée. C'était une femme très proche de ses enfants, très aimante, très maternelle. Et mon père, d'ailleurs, a gardé une image d'elle extrêmement idéalisée. Et encore aujourd'hui, quand il en parle, c'est avec beaucoup d'émotion et aussi avec un grand sentiment d'injustice. C'est une femme qui a beaucoup souffert, qui a été maltraitée, qui a subi des violences de la part de son mari. Et donc, elle a été extrêmement fragilisée psychologiquement. Elle est internée sur la demande de son mari à l'hôpital de Clermont à partir de 1939. Le diagnostic principal, c'est dépression grave, mélancolie avec des idées fixes. Les 4 petits garçons ont été séparés, ils ont tous été envoyés dans différents endroits, dans des familles d'accueil. Donc, femme violentée, femme bannie de la société parce qu'elle avait eu un enfant sans père. C'est quand même un parcours compliqué. Elle est décédée fin 1940, sans doute prise par ce manque de soins et comme beaucoup de malades qui, comme on le sait aujourd'hui, voilà, n'ont pas été bien traités. Je ne connais pas les circonstances de son internement. Dans ma famille, c'était un grand tabou, c'était un secret. Et j'ai la chance que le dossier de ma grand-mère soit visible et je vais prendre connaissance des raisons de son hospitalisation et des causes de son décès. Voilà le dossier de votre grand-mère. Merci, merci beaucoup. « 17 octobre 41. D'accord. Oui, oui, c'est bien ce que j'imaginais. Syndrome atypique avec éléments confusionnels et épisodes d'anxiété mélancolique avec idée de négation, possibilité de psychose périodique. Aucune modification sérieuse de l'état mental depuis l'entrée. Atteinte d'agitation extrême avec anxiété, gémissements, pleurs, hurlements, se roule par terre, crache sur le parquet. Je m'attendais à avoir de l'émotion, mais ouais, parce que ça a été vraiment quelque chose de très très important. En fait, c'est sa fille, c'est ma mère qui l'a hospitalisée, hein. Et ça a été un drame pour elle. Et elle n'a jamais été heureuse. Bien sûr. Voilà. Elle a eu cette... Ouais. Quand on lit tout ça, c'est vraiment... réclamant beaucoup de pain. S'est disputé avec ses voisines, les traitant de vaches, de sales gueules. Toujours énervé à la distribution du pain. Ah là, on est vraiment dedans, hein, je crois. Je crois qu'on pouvait pas... Ouais. C'est... Toujours énervé à la distribution du pain, trouvant sa part insuffisante. Calme la nuit. La journée suivante, toujours indolente. Récrimine lorsqu'on la dérange pour sa toilette et ses besoins. Bah oui. S'énerve seulement au moment des repas, réclamant une part plus grande que celle qu'on lui attribue, se lamente en criant « j'ai faim », comme un bébé. Mon Dieu. Mon Dieu. Quand on se... Enfin... C'est... Très indifférente, ne s'intéresse à rien, crie à toutes les heures des repas, réclamant sans cesse plus de nourriture,
C'est récurrent. C'est assez calme, a demandé le bassin, nuit calme, sans changement. Cause que toujours réclamer à manger, mais je m'attends... Enfin, c'est... J'arrive pas à lire, mais bon, sauf aux heures des repas où elle récrimine pour avoir davantage. Se lève pour voler les aliments des autres malades. Aucun changement. Gâteau au lit, sans changement. Traitement à l'électrochoc en avril. Demande souvent après ses enfants. S'en intéresse beaucoup, converse mieux. A de la diarrhée. Voilà, on est dans... Et voilà. 4 juin, elle a commencé à avoir la diarrhée. Le 6, elle s'affaiblit et le 7, elle décède. Cachexie par insuffisance alimentaire. C'est pas que dans le livre d'histoire, quoi. Voilà, donc ici on arrive dans un grenier où sont encore stockées ce qu'on appelle les petites valises. Quand les patients arrivaient dans l'établissement, leurs vêtements leur étaient pris et ensuite mis dans des linges cousus avec du tissu épais pour éviter toutes les moisissures et autres. Et donc les plus anciens datent de 1897 et on en a retrouvé jusqu'au milieu des années 80. Ah ben voilà. 16 octobre 1941. Ouais. Et ma grand-mère arrivait le lendemain, en fait. Et pas son ballot, mais ça aurait pu être le sien, en fait. Oui, Bonjour, Madame Klein. bonjour. Je suis Isabelle Gauthier. Enchantée, madame. Voilà. Musée. Voilà. J'ai récupéré donc tout à l'heure le dossier de ma grand-mère. Oui. Voilà, et j'ai quelques questions on va à vous s'installer. poser. Merci. Hélène, qui est entrée dans cet hôpital le 17 octobre 1941 Oui. et qui est décédée le 7 juin 1942. Voilà. Donc je voulais voir avec vous, Madame Klein, d'avoir un éclairage sur les conditions de vie. Oui. Alors, les conditions de vie sont Des très malades. difficiles, hein, Mhm. puisque bon, vous imaginez bien que c'est l'époque de la guerre. Mhm. Donc, Tout à fait. en 1941, c'est déjà presque l'hécatombe, on va dire, parce qu'il y a énormément de décès. En 1941, on a quand même 3230 malades. Et sur ces 3230 en 41, donc l'année où est entrée votre maman dans l'établissement, il y a 1067 patients qui vont décéder. Entre 1940 et 45, c'est quand même 3783 décès. Et quand on peut lire sur le document, effectivement, la cause du décès de cachexie Oui, par insuffisance d'alimentation. absolument. Voilà, Alors, vous pouvez me... Alors la cachexie, m'éclairer. c'était en fait un état d'amaigrissement épouvantable. Certains patients pouvaient aller descendre jusqu'à 35 kilos. Elle était à 36 kilos. Ah, vous voyez, je n'ai pas lu le dossier pourtant. Mais il mourait d'hypothermie, on va dire d'hypotension, etc. Enfin, c'était plus que l'ombre d'eux-mêmes. J'ai l'impression que tout le monde mourait de faim.
Non, mais ma question est très naïve, hein, mais... Non, pas du tout, parce que, en fait, la principale raison des décès, c'était effectivement la faim. La cachexie. Et puis de la cachexie, on passe à la tuberculose. Et puis après, il y a les maladies qui viennent chez le commun des mortels et qui s'aggravent. Parce on que ne meurt pas, général, on ne meurt pas de vieillesse, on ne meurt pas de sa maladie, on meurt de faim. Oui, effectivement. Voilà. C'est quand même... Oui. Ce qui est... C'est plus terrible. On meurt de faim. C'est une photo qui a été prise en 1945. C'est une des seules qui existe effectivement, même au niveau national, je dirais, et qui montre des patients dans un état de cachexie extrêmement important. Oui. De nombreux malades pesaient moins de 30 kilos. La photo ci-jointe est plus éloquente que toute description. Elle ne représente pas des cas extrêmes. Non. En effet, tous les malades sont debout, ce qui, dans un quartier de 250 malades, était impossible à une centaine d'entre eux. Donc on entre là. La chapelle est là. Hein? La chapelle est pile là. Donc nous, on va descendre par là pour atterrir directement ici. Donc là, ça, c'est la stèle. D'accord. Et ici, donc, on a le carré où on enterre les indigents. De l'hôpital psychiatrique. Absolument. D'accord. À l'époque, quand on rentrait à l'asile, on savait qu'on n'en sortirait plus. Cette stèle existe, je dirais, en grande partie grâce, je dirais, à un collectif d'infirmiers qui avait mis sur pied ce projet de mémoire. De mémoire, voilà. D'accord. Un lieu de mémoire. De rendre hommage aux victimes. Oui. L'immense majorité est décédée des suites de privations, notamment alimentaires. Enfin voilà, les choses sont posées. Hein. Mais ça ressemble quand même à un carré indigent, quoi. « 42, donc ma grand-mère, elle a été ici, c'était 42, donc la même année. Donc là, ce qui veut dire que tout ça est revenu à la nature. Oui. Mais que, alors soit ils ont été relevés, enfin je veux dire, les morts ont été relevés, voilà, comme on fait... Alors ça, il faudrait effectivement se plonger dans les archives du cimetière. Du cimetière. Ça sera une autre étape, Voilà. j'ai envie de vous dire. Oui, j'imagine. Une autre étape. Ma grande-tante Yvonne était la sœur cadette de ma grand-mère en 1938. Elle a été internée à l'asile de Clermont-de-Loise et qu'elle y est morte en 1944. Elle avait 36 ans. C'était une famille très bourgeoise, le père d'Yvonne polytechnicien. Je sais qu'elle jouait au tennis, je sais qu'elle était intelligente, voilà. Une seule fois, j'en ai parlé avec ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a dit à ce moment-là, oui, elle faisait des crises de nerfs. On l'enfermait dans sa chambre et j'étais obligée de tenir la porte fermée. C'était très dur. Yvonne a été internée en 1938. Et peut-être qu'il y a eu quelques visites de ma famille au tout début. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, avec le contexte de la guerre et la difficulté des familles, en fait, d'accepter d'avoir quelqu'un à l'asile, etc. Il n'y a plus eu de visite du tout. En septembre 1944, elle décède, donc à l'asile. Et là, elle est enterrée au cimetière de l'asile de Clermont-de-Loise. Donc abandonnée de ma famille complètement. Et quelques temps après, je ne sais pas exactement la date, ses parents, mes arrière-grands-parents, décident de la faire exhumer
achètent une concession ici, dans ce cimetière de Beauvais, et la font inhumer. Ça n'a pas été l'occasion d'un rassemblement autour de sa mémoire et d'une explication, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait dans le secret. Mon frère est donc ici, quelque part, par là. L'un des jardiniers disait que l'autre jour, en décaissant, ils avaient sorti quelques pelletés d'os, donc il doit en faire partie. Ici, effectivement, sur ce terrain, était le cimetière de l'hôpital. J'ai un frère, Gabriel, qui est décédé ici à l'hôpital, donc la Grimaudière à l'époque de La Roche-sur-Yon, en mars 1941. Il avait 17 ans, il était hospitalisé parce qu'il avait des crises de violence à l'égard de son petit frère qui avait 20 mois à l'époque, moi en l'occurrence donc. Il avait une arriération mentale profonde. Dans le certificat, toujours, on précisait qu'il n'avait dit que 2 mots dans sa vie, papa, maman. Mon père était journalier agricole, maman était femme au foyer, si on peut dire, femme à la ferme plus précisément. Mon frère, donc, à l'époque, vivait avec eux à la maison jusqu'à ma naissance. Il est entré donc à l'hôpital fin janvier et est décédé le 23 mars 1941, 2 mois après, quoi. J'ai su, tout le temps, hein, depuis que j'ai l'âge de raison, enfin, si on peut dire, que ce frère avait existé, qu'il avait une maladie mentale, mais c'est un sujet qui était, sinon tabou, du moins dont on ne parlait pas à la maison. Donc, effectivement, quand j'ai recherché plus tard le lieu où était enterré mon frère, eh bien, j'ai vu que, enfin, je me suis aperçu qu'il n'était pas sur le cimetière, enfin, dans le cimetière familial, à Comquier en l'occurrence. Et j'ai donc demandé à l'hôpital qui, après recherche, m'a précisé qu'il était effectivement au cimetière de l'hôpital, la Grimaudière, mais que ce cimetière avait été détruit. Et aujourd'hui, ce sont des serres qui ont pris la place, où on pousse des légumes et des fleurs. Ça a été un drame. C'est quelque chose que je porte. Maintenant, il est temps de regarder les choses vraiment en face, quoi. J'ai besoin de regarder en face la réalité de cette grand-mère pour que moi, je puisse aller de l'avant. Il y a quelque chose qui me retient encore, des fantômes qui sont encore là. D'aller soulever ce couvercle-là, c'est pour moi un épisode très important. Ouais. « 1940. Rien n'avait tenu sous les bottes allemandes. Pétain, d'un trait de plume, ratifiait l'esclavage de cette terre opulente. Et le vainqueur, sur la foi de ce trait de plume, exigeait. Il exigeait le blé des plaines par millions de quintaux. Il exigeait les troupeaux des prairies par milliers de têtes. Il exigeait pour sa vie, la vie de cette nation asservie. » Pourquoi ça s'est instauré, ce rationnement ? Dans quelle situation nous sommes là donc, On est dans une situation de pénurie alimentaire qui s'aggrave au fil du temps. Le système du rationnement, il a été conçu pour, au départ, mieux répartir les calories disponibles, qui étaient de toute façon en nombre insuffisant, entre l'ensemble des Français. Donc ça, c'est la philosophie du système. Qui l'impose, ce système ? C'est le gouvernement. C'est ça, c'est le gouvernement de Vichy. Voilà.
Les malades mentaux internés relevaient des mêmes catégories de consommateurs que les autres Français, c'est-à-dire qu'eux aussi avaient des cartes de rationnement. Je rappelle que les cartes de rationnement ont été généralisées en septembre 1940, donc les malades mentaux en avaient une. Le nombre de calories que garantit la ration officielle est très nettement insuffisante aux besoins d'un individu. Les Français doivent officiellement vivre avec 1200 calories par jour, la moitié du minimum. Mais si l'épicier n'a plus de pommes de terre, le quincaillier en a peut-être, et de meilleures. Mais elles valent 5 fois plus cher. L'opération survie est commencée. Paris tourne au ralenti. Le gouvernement de Vichy avait toujours l'idée que de toute façon cette ration n'était pas complète et qu'il fallait la compléter en allant sur le marché libre, acheter des légumes, des fruits, des œufs, du poisson, c'est-à-dire toute denrée qui n'était pas au moins au départ contingentée, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter librement. Le problème étant de les trouver. L'année 1941 sera difficile. Nous aurons faim. La guerre nous a enlevé une part importante de nos récoltes. L'année 1941 doit être une année de travail acharné. Je m'adresse d'abord aux paysans de France. Il faut qu'ils tirent de la terre tout ce qu'elle peut donner. Je fais appel à l'ingéniosité des Français pour qu'ils improvisent eux-mêmes les moyens de compléter leur alimentation. Parce qu'enfermés, les malades mentaux ne pouvaient pas compléter ces rations officielles par des aliments que les autres Français pouvaient aller acheter soit au marché libre, voire le marché noir. C'est impossible, en fait, de calculer très exactement le nombre des victimes. Le chiffre de 76 000, c'est l'ensemble des patients qui sont morts entre 1939 et 1945, ou 1940 et 1945 plus exactement. Après, si on fait un calcul de surmortalité, on arrive à 45 000 personnes. Avant la guerre, qu'on est autour de 6 à 9% de taux moyen de mortalité dans les asiles d'aliénés. Pendant les pires années de la guerre, donc c'est 1942, on est autour de 25% à peu près, ce qui est considérable. On peut, dans certains établissements, comme à l'hôpital du Vinatier par exemple, atteindre un taux de mortalité de 38%. C'est-à-dire que sur une population moyenne de 100 personnes, on a 38 malades qui meurent. Je suis née en décembre 1935, donc en 41, 42, 43, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je vivais dans l'enceinte du centre psychothérapie parce que mon père était un des 5 médecins-chefs. En sortant du jardin, je suis tombée sur 4-5 formes qui grouillaient au sol. Et c'était des malades qui se battaient pour ramasser des pommes tombées. Alors, j'étais peut-être véreuse ou pourrie, je n'en sais plus rien. Mais c'est un spectacle qui m'a beaucoup choquée, qui m'a mis très mal à l'aise. J'ai ressenti vraiment de la honte. Mais je crois que dans l'hôpital, tout le monde avait honte. Parce que on les voyait, on voyait qu'ils souffraient et on se sentait impuissants. Et nous, quand même, on ne mourait pas de faim. Donc je crois que la honte, elle était bien présente dans tout le milieu hospitalier. Bon, il y a ça, et puis je les voyais quand même dans les rues de Maréville, en particulier au moment de la corvée de linge sale. Parce que tous les jours, ils venaient avec des corbeilles de linge remplir à bord des linges des bâtiments. Et 2 par 2, chacun tenant une anse de la corbeille. Et c'était un convoi très lent. On sentait qu'ils peinaient à monter la côte. C'était vraiment un convoi assez lugubre, hein, parce qu'il faut les imaginer avec leur uniforme. Ils avaient un uniforme en gros lainage marron, et puis la tête plus ou moins rasée. Hein. Et puis maigre, évidemment, le regard éteint.
Et il montait péniblement en ralenti. Quand j'ai vu plus tard les films d'horreur américains sur les zombies, je me suis dit, mais ça, c'était ça à Marieville. C'était des zombies. En fait, c'est vrai, c'était des morts vivants, ces gens-là. C'était des morts vivants. Et on a agrandissait le cimetière. Il a au moins doublé de volume. Il y a eu des annexes qui se rajoutaient chaque année. Et j'ai une autre scène pénible aussi qui concernait le malade qui faisait office de jardinier à la maison. C'était un garçon qui avait absolument tout son bon sens. Il s'appelait Béraud. Et un jour, il nous a dit venez, notre Michel, notre Françoise, parce qu'on était sa famille. Et il nous a montré sa ration quotidienne. C'était un crouton de pain noir. Je revois son geste, il faisait comme ça pour nous montrer le magma visqueux qu'il y avait au centre. C'était du pain de betterave. Et vraiment, c'était nauséabond, c'était horrible. Je vous affirme qu'on n'en a pas goûté de son pain de betterave. C'est horrible. Enfin, ceux qui vivaient à la maison, ils ont survécu. Parce qu'on faisait ce qu'on pouvait pour les aider. Toulouse médicale, voilà, pardon, je me suis un peu trompée. Merci. Entre le 15 décembre 1940 et le 30 mars 1941, nous avons dû enregistrer 25 décès qui ne peuvent être attribués à aucune cause ordinaire et qui relèvent incontestablement d'une carence alimentaire. De tous les traitements tentés à ce jour, la suralimentation est le seul traitement qui semble avoir enrayé une évolution fatale. Tels sont les faits qui s'imposent à notre attention. Nous les soumettons à l'examen de tous ceux qui, en raison de leur fonction ou de leur spécialisation, peuvent être amenés à les étudier d'une façon plus approfondie. Devant cette hécatombe, est-ce qu'il y a des médecins qui osent interpeller les pouvoirs publics? Oui, bien sûr. Donc là, au niveau de la société médico-psychologique, oui, les psychiatres réclament des suppléments alimentaires. À l'automne 41, ils en font pour la première fois la demande. Et dans une circulaire en mars 42, le gouvernement de Vichy dit non. Et puis, il y a ce moment décisif qui est le congrès de Montpellier, congrès des aliénistes français de Montpellier. Donc là, on est en octobre 42. C'est à la suite de ce congrès-là que la fameuse circulaire donc, du 4 décembre 1942 accorde des suppléments alimentaires spécifiquement donc réservés aux malades internés dans les hôpitaux psychiatriques, alors que les vieillards des hospices ne reçoivent rien, ne reçoivent aucun supplément pendant toute la guerre. Et cette augmentation, ce supplément, va-t-il réellement influer? Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une diminution ou même une stabilisation de cette Alors, mortalité? la réponse est assez simple. Il suffit de regarder les courbes de mortalité. Et effectivement, on a un renversement de la courbe à partir de 1943. Ces suppléments ne sont pas négligeables, hein, et les psychiatres eux-mêmes le reconnaissent. D'accord. À l'Académie de médecine, plusieurs médecins dénoncent cette mesure en disant « mais quelle idée, alors qu'on est en crise alimentaire aiguë, d'aller donner des suppléments alimentaires à des malades sans intérêt ». Dans l'entre-deux-guerres, les idées eugénistes se sont largement diffusées. Alors, on cite toujours le livre d'Alexis Carrel, « L'homme, c'est inconnu », qui est paru en 1935. Dans ce livre a connu un très grand succès jusqu'à la fin des années 50.
les médecins des hôpitaux psychiatriques parviennent à contrer ces thèses eugénistes par d'autres arguments, et en particulier l'argument principal qui est l'argument humaniste. Voilà, c'est-à-dire nous sommes tenus moralement de sauver ces êtres humains, même si nous les estimons inutiles. Il y a encore le problème non résolu de la foule immense des déficients et des criminels. Ceux-ci chargent d'un poids énorme la population restée saine. Le coût des prisons et des asiles d'aliénés, de la protection du public contre les bandits et les fous, est, comme nous le savons, devenu gigantesque. Un effort naïf est fait par les nations civilisées pour la conservation d'êtres inutiles et nuisibles. Les anormaux empêchent le développement des normaux. Il est nécessaire de regarder ce problème en face. Pourquoi la société ne disposerait-elle pas des criminels et des aliénés d'une façon plus économique ? Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. Erbgesunde Menschen wohnten in engen, lichtlosen Gassen und halb verfallenen Lauben. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste. Die Pflege und der Aufenthalt dieser erbkranken Geschwister einer Familie kosten bis jetzt 154.000 Mark. Wie viele gesunde Menschen hätten dafür siedeln können? Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen Tausende lallende Schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier. Wir pflegen sie, aber wir verhindern ihre Vermehrung. Solche arme Wesen sollen in Zukunft nicht mehr neben unseren gesunden Kindern leben. Nur ein gesundes und starkes Volk wird leben und Werte schaffen zum Segen der Nation und zum Segen der Welt. En Allemagne, les choses sont très différentes. Dès 1933-1934, on a une loi de stérilisation des malades mentaux qui conduit à la stérilisation effective de 350 000 à 400 000 personnes. Donc là, on voit bien le terrain est vraiment déjà préparé pour des mesures exterminatoires. Se met en place la fameuse action T4 qui conduit à la mort par la privation de nourriture, par l'administration de substances létales, mais aussi par le gaz. Et cette première action dite T4 fait un peu plus de 70 000 victimes. Elle commence en 1939, elle s'arrête en août 1941. Et donc on estime, si on prend en compte aussi les malades mentaux qui ont été tués en Pologne et en Union soviétique, au total, il y aurait probablement 250 à 300 000 victimes. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, il n'y a pas eu volonté d'extermination des malades mentaux en France? Cette action T4, elle avait beau être secrète, elle a produit une masse considérable d'archives. Si on regarde côté français, on ne trouvera aucun document qui pourrait laisser à penser qu'il y aurait pu y avoir une volonté exterminatrice. L'opinion publique ne s'est absolument pas émue de ce qui se passait derrière les hauts murs des hôpitaux psychiatriques. Les familles elles-mêmes, elles avaient la plupart du temps très peu de liens avec leurs malades, qu'elles l'avaient en quelque sorte abandonné. Ces malades sont morts biologiquement entre 40 et 45, mais socialement,
Ils étaient déjà morts avant la guerre et c'est la mort sociale qui a entraîné la mort biologique. Cette mort n'a ému personne parce qu'on avait affaire à des patients qui étaient totalement coupés de la société, qui vivaient dans une forme de ghetto qui permettait de les mettre à l'écart, complètement à l'écart de la société. Et donc leur mort était invisible. Mon grand-oncle André est décédé à l'âge de 30 ans à Saint-Jean-de-Dieu en septembre 1944. C'est en demandant son acte de décès que mon père a découvert qu'il était mort de cachexie progressive. Le sujet André était un sujet tabou. C'était silence radio. C'est-à-dire que quand, par exemple, une des filles se mariait avec un jeune homme, les autres le prévenaient, lui disaient « on ne parle pas d'André ». Parce qu'il y a sûrement dû y avoir, de la part de ses parents, une énorme culpabilité. Il était issu d'une famille aisée de la région de Grenoble, extrêmement rigide, avec un père très très rigide. Et son père l'a fait interner parce qu'il n'arrivait plus à en faire façon, parce qu'il c'était un jeune difficile. Et il a malgré tout voulu pour son fils les meilleures conditions qui soient, c'est-à-dire une maison de santé privée, tenue par des frères, avec un régime de pensionnaires qui ouvrait droit à un régime alimentaire particulier quand c'était possible, à des chambres individuelles. André était un garçon fantaisiste, un peu clown, qui écrit beaucoup, qui lit beaucoup. Il s'intéressait beaucoup à Stendhal, notamment. Il rentrait pas dans le moule, il rentrait pas dans le cadre. Pour son entrepreneur de père, ça ne convenait pas. En plus, c'était le fils aîné. Et là, celui qui devait prendre la suite du père, finalement, le père s'est rendu compte que non. Ce qui fait qu'ils étaient en conflit perpétuel. En 1943, Lyon, c'est la panique générale. C'est-à-dire qu'il y a des résistants, il y a des Allemands, et Grenoble, c'est pareil. Il y a le maquis du Vercors à Grenoble. Donc, est-ce que à ce moment-là, le père, qui est un garçon fantasque, il peut faire tout et n'importe quoi, est-ce que pour le mettre à l'abri, lui, son fils, et se mettre à l'abri, sa famille, des frasques de son fils, c'est pas mieux que d'aller le mettre dans ce qu'il devait sûrement considérer comme une maison de repos. On en est réduit, en l'état actuel de nos recherches, qu'à des hypothèses. Mon grand-père, Jean-Germain Barbet, a été appelé en 1914. Il a été gazé, je sais, dans les tranchées en 1915. Et ensuite démobilisé. Et puis ensuite, il a alterné les placements en hôpital pour ses poumons, justement. Et il a même exercé quelques petits boulots, notamment préparateur en pharmacie. À la fin de sa vie, avant 1942, donc, il a dû être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique parce qu'il est devenu fou. Et comme ma mère me disait, fou de douleur et mort de faim. Ça m'avait frappé, cette idée que mon grand-père soit mort de faim. Il y a beaucoup de soldats qui sont devenus fous à cause de ce qu'ils ont vécu dans les tranchées, dans le bruit, la peur. Non seulement on les gaze, on les massacre, et ensuite on refuse de les nourrir, tout simplement, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont malades. Je suis touché par cet homme-là. Il a eu un sort très injuste, très injuste. Alors, il faut quand même penser à ces gens-là. Je vais rencontrer Armand Hasenberg, qui a écrit un livre qui dénonce le gouvernement de Vichy
comme n'ayant pas protégé la population asilaire, c'est-à-dire ayant laissé mourir de faim les malades mentaux sous l'occupation. On peut résumer les choses en 3 points. Hein. En 1941, les fous enfermés dans les hôpitaux psychiatriques étaient-ils en danger de mort et le gouvernement de Pétain le savait-il? La réponse est forcément oui. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, le gouvernement de Pétain était-il en mesure d'accorder des suppléments aux malades mentaux dès 1941? Là encore, on peut répondre oui, puisque il l'a fait en décembre 1942, alors que les conditions de la guerre étaient plus difficiles qu'en 1941. Et la troisième question, accorder des suppléments alimentaires représentait-il un danger pour la population française? La réponse est forcément non, puisque ça représentait 1,25 calories par jour et par Français. C'est-à-dire une miette de pain, ça n'aurait pas représenté un danger pour la population française. Quelle est la responsabilité du régime de Vichy dans ce drame? Là, la responsabilité de Vichy pendant toute cette période est complète. Je n'ai jamais utilisé ce terme d'extermination. J'ai toujours dit qu'il s'agissait de non-assistance à personne en danger de mort. Hein. En utilisant le terme d'extermination douce, j'ai provoqué un tollé général, mais j'ai jamais dit qu'on avait en France exterminé volontairement les malades mentaux. Le terme d'extermination a choqué. Il avait sa valeur pour éveiller un peu les consciences. Comment vous expliquez le silence qui entoure ce drame? Dans le silence, il y a 2 composantes dans le silence. Il y a le silence familial, individuel, et puis il y a le silence institutionnel, groupal. À l'intérieur du silence familial, il y a des mécanismes très complexes de culpabilité familiale, de souffrance. Pourquoi on n'a pas fait plus attention, pourquoi on n'a pas réagi, etc. L'occultation nationale. Et elle est tout de même bel et bien liée à une sorte de gêne ou de refus d'une partie de la société de reconnaître cela comme quelque chose qui est une responsabilité collective. Si cette question-là n'est pas enseignée aux jeunes générations, eh bien le phénomène fonctionne comme quelque chose qui n'a pas existé. Ils sont morts dans l'indignité et dans l'oubli. Et c'est quand même ça qui est terrible pour les familles concernées, hein, en fait. Voilà. Donc je crois vraiment que, oui, on peut continuer à militer pour que cette question-là soit inscrite dans les manuels scolaires. Bonjour madame. Bonjour, merci d'être venu. Merci à vous. Pour ce rendez-vous. Merci beaucoup autour de la plaque. Je sais que vous êtes à l'origine de cette belle plaque, hein, de cette belle cérémonie aussi à laquelle j'ai pu assister. Je voulais vraiment vous remercier. C'est grâce à vous que je peux lire ce texte.
Oui, en effet, j'ai pris cette initiative, si ma mémoire est bonne, en novembre 2013, me disant qu'un pan de notre histoire avait été oublié, qu'il ne l'ait pas pensé comme une sorte de pièce de musée, quelque chose de passéiste. Il fallait reconnaître ce passé et il fallait également donner un signe pour le temps qui est le nôtre. En ce qu'on voit bien comment notre société, vous le percevez vous aussi, peut être tentée par la marginalisation des plus fragiles, se disant qu'ils ne sont pas productifs, qu'ils ne sont pas compétitifs, et vers une sorte de darwinisme social. En fait, nous sommes tentés, comme toutes les sociétés, ou beaucoup de sociétés du monde, par la hiérarchisation des vies. Les unes seraient anodines, des gens malades, fragilisés par le handicap, et seraient oubliées, des vies minuscules, et puis d'autres vies éminentes, majuscules, qui seraient choyées et célébrées. Alors j'ai toujours pensé que dans ce geste-là, il y avait une sorte de contre-feu pour le temps qui est le nôtre. Donc une façon de savoir ce qui s'était passé pour le mettre au service du présent et également de l'avenir qui est le nôtre. Ici, le 10 décembre 2016, la nation a rendu hommage aux 300 000 victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale en France. 45 000 d'entre elles fragilisées par la maladie mentale ou le handicap et gravement négligées sont mortes de dénutrition dans les établissements qui les accueillaient. Leur mémoire appelle à construire une société toujours plus respectueuse des droits humains qui veille fraternellement sur chacun des siens.